Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année, bonne santé et allez les Verts. Bon, ça y est, c'est le moment, on a le droit de kiffer. En tout cas, on commence l'année sur de bonnes bases. Plutôt qu'acheter une bûche à Noël, nos dirigeants se sont payés une omelette norvégienne. Et celle-ci a plutôt bon goût. Elle a le goût de victoire, d'intensité, de plaisir de jeu retrouvé, mais au-delà de ça, elle a un petit goût d'espoir. Alors attention évidemment à ne pas tomber dans la culture de l'instant, les mêmes qui acclament le travail d'Orneland après la victoire contre Reims le dégommeront-ils après une potentielle défaite la semaine prochaine face au PSG ? Mais pour le moment, on n'en est pas là, on est dans un de ces rares moments de la saison où on peut se réjouir, placer nos joueurs dans les équipes type de Ligue 1, se projeter sur le mercato, bref, un peu de bonheur pour commencer l'année. Alors je vais d'ores et déjà m'arrêter de parler pour qu'on puisse débriefer avec nous ce soir l'autre beau gosse du SNC avec Timothée Mémon, Martin. Bonsoir Martin. Oh là, c'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Bonsoir à tous, on est heureux, on est content, une victoire et surtout du jeu. Ouais. Du jeu. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu du jeu, messieurs? Ouais, et ça fait du bien et on va parler de tout ça bien sûr ce soir. On va parler du match contre Reims, on va parler un petit peu du mercato, on va parler des différents résultats de Ligue 1 qu'il y a eu ce week-end et puis on jouera ensemble avec le quiz. Mais il y a aussi avec nous autour de la table celui qui dès qu'il parle tactique me fascine comme un pressing de bouchoirie sur un Golgoth d'1m90, Sylvain. Bonsoir Sylvain. Bonsoir mon Keun, bonsoir à tous. Une bonne année à chacun d'entre vous, mes meilleurs vœux. Et puis, pas désagréable de commencer 2025 de cette manière, vraiment. Ouais. Sylvain qui juste avant l'émission nous disait qu'il n'était pas encore redescendu. Je sais pas si c'est pareil pour vous dans le chat, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté à ce petit frisson de bien-être. Avec nous également, celui qui à l'issue de la journée de samedi a décidé de demander les nationalités belge, ghanéenne et norvégienne. Bonsoir, Carlusso. Bonsoir Keun, bonsoir Sylvain et Martin, bonsoir le chat, meilleur vœu à tout le monde. Oui, j'aurais pu aussi demander la nationalité marocaine pour Bouchouari. Enfin, voilà, je me suis limité aux trois buteurs et enfin aux deux buteurs et au coach, mais j'aurais pu célébrer les JO de Paris avec quelques mois de retard, oui. Effectivement, t'aurais pu demander aussi la nationalité canadienne, peut-être, pour rejoindre Papa Tenenbaum. On en reparlera à la fin du mercato. On en reparlera à la fin du mercato, très bien. Donc, comme je vous le disais, on va parler bien sûr de ce match, de cette belle victoire 3-1 contre Reims. On va parler de la course au maintien en Ligue 1. On va parler du mercato, donc avec Clément, notre spécialiste mercato de l'émission, qui viendra nous donner les premiers éléments de ce mercato hivernal. Alors, on n'a pas grand chose qui est sorti pour l'instant dans la presse, mais voilà, on va pouvoir quand même commencer à se projeter dans ce mercato. Et puis, on terminera bien sûr avec le petit quiz traditionnel. C'est parti, débrief. Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors, on commence donc avec le débrief du match contre Reims, évidemment. Si on devait résumer ce match en un mot, est-ce que pour toi, Sylvain, ça pourrait être le mot bluffant, par exemple ? Bluffant, oui, mais il y aurait tellement de mots en fait qui caractérisent, de mots-clés qui caractérisent ce qu'on a vu, métamorphose, transcender, euh, caractère aussi, parce que c'est la première fois de la saison où on a été mené et on a été en mesure de retourner la situation. Et ça, j'avoue que j'ai apprécié parce que le scénario a été quand même cruel avec nous. Et honnêtement, comme je vous ai dit avant l'émission, moi je me questionne de savoir comment on peut métamorphoser une équipe aussi rapidement. Il a travaillé pendant 6 jours, notre ami Orneland, et honnêtement, on a l'impression que c'est pas du tout les mêmes joueurs, pas du tout la même équipe, pas du tout les mêmes mecs qui travaillent ensemble. C'est waouh, c'est vraiment ça donne vraiment envie de voir la suite. C'est presque frustrant d'aller au parc la semaine prochaine parce qu'on sait que c'est toujours un match à Ouais. part, mais ça donne vraiment envie de voir la suite. Et ça donne beaucoup d'espoir dans la quête du maintien, vraiment. Martin, toi, si tu devais utiliser un mot pour qualifier ce match ?
Métamorphose, c'est pas mal, ouais. Métamorphose, c'est pas mal parce qu'effectivement, on reconnaît pas l'équipe, on n'a pas reconnu l'équipe, on n'a pas reconnu les joueurs. On peut prendre individuellement presque chacun. On peut prendre aussi dans l'expression collective. C'est très dur de tirer des conclusions aussi parce que le football, c'est toujours un rapport de force et j'ai rarement vu une équipe aussi naïve que Reims en défense qui a laissé des boulevards. Mais bon, tu peux pas aussi t'empêcher de penser que Saint-Étienne les a provoqués quelque part en étant un peu plus agressif. Et t'as aussi l'effet, bah, on sait toujours ce que c'est le premier match d'un coach avec des joueurs qui augmentent le curseur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, tu peux rien faire contre ça. Donc il faut pas, voilà, il faut pas tirer de conclusion définitive. Mais ce qui est certain, et là, je rejoins complètement Sylvain, c'est que de nouveau, de nouveau, on a envie d'allumer sa télé ou d'acheter un billet pour aller voir les Verts. Et ça, depuis le début de saison, c'était quand même très très loin d'être gagné, parce qu'il y avait un fossé abyssal entre Saint-Étienne et la plupart des adversaires qu'on rencontrait. Et là, pour une fois, il y avait de l'envie et du plaisir. Et ça change absolument tout. Après, tu dis qu'on peut rien y faire sur le côté boost d'énergie de changement de coach. Si, en soi, tu peux donner des CDD d'une semaine à chaque coach et changer de coach chaque semaine. Après, ça peut coûter un petit peu cher, effectivement, en indemnité, Ouais, mais puis je voilà. doute que ça fonctionne chaque semaine quand même. Mais là, ce qui est sûr, c'est que ouais, chaque fois que tu as un nouveau coach qui arrive, tu as une remise en question qui est presque naturelle. Tu le remarques à chaque fois, c'est fou. Mais là, c'est même plus une remise en question. Là, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'était leur cousin qui jouait à chaque Ouais. joueur, quoi. C'est complètement fou. Karl, je vois que les chats de YouTube et de Twitch sont très actifs. Qu'est-ce qui ressort un petit peu comme ambiance globale dans nos beaux chats? Oui, bah c'est clair que les chats sont très présents et merci beaucoup d'être aussi nombreux pour la reprise et pour la première de 2025. Bah écoute, j'ai fait un petit sondage, le mot qui revient évidemment, c'est celui de métamorphose. Enfant du foot, qu'est-ce que c'était super, quel changement énorme, c'est Marc Réveil qui nous dit ça. Effectivement, métamorphose, mais ne nous emballons quand même pas. Quel beau match, je pense qu'Orneland est l'homme de la situation, car avec les mêmes joueurs, il a réussi à transformer l'équipe. C'est Jean-Mi 40 qui nous dit ça, et c'est effectivement pas le seul qui nous signale qu'en fait, avec les mêmes joueurs, il a réussi à transformer l'équipe sans aucun renfort pour l'instant. La Guadeloupe et Capester vous envoie le bonjour. Changement d'ADN, un mot pour résumer la prestation des Verts, c'est Aurel Bro qui nous dit ça. Donc ça, c'était sur YouTube et sur Twitch, pardon. Il y a comment imaginer qu'on pouvait le faire aussi rapidement. On a du mal à croire que ce sont les mêmes joueurs, c'est Patrice. Stassin, quand ça joue au football, il est bon comme buteur. C'était à se demander s'ils avaient appris à jouer au foot en 10 jours. Il y a Karl qu'on salue, qui nous dit la nullité de Reims doit absolument rentrer dans l'équation, mais nos joueurs n'y sont pas pour rien, loin de là. Voilà. Ok, bon, il y a un truc qui revient quand même beaucoup dans le chat et qui est revenu dans vos premières argumentations, Martin et Sylvain, c'est le fait que pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de joueurs, il n'y a pas eu de départ, il n'y a pas eu d'arrivée. On est dans la continuité au niveau du 11 de départ à peu près, avec quelques mini-modifications. On a quand même vu deux nouveaux joueurs qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison, Miladinovic et Dylan Nguessan. Mais globalement, c'est les mêmes joueurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, je me tourne vers toi, Sylvain, qu'est-ce qui fait justement que les joueurs ont pu se métamorphoser à ce point-là? Est-ce que c'est des consignes tactiques? Est-ce que c'est un nouvel élan psychologique? Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Écoute, déjà, il y a eu un schéma de jeu qui a été très très identifié. J'en profite pour vous réorienter vers la vidéo YouTube qu'on a publiée sur le site peuplevert.fr Ouais. ce jour-là aujourd'hui. J'ai mangé son nom, Florent Tonucci, quelque chose comme ça, Ouais, je qui suis allé est la regarder tout à l'heure. extrêmement, C'est très intéressant. elle est extrêmement, Ouais, tout à fait. il parle de notions dont on a peu l'habitude de parler quand on s'intéresse, pas forcément au stade de manière générale, mais la stade de PPDA que je connaissais pas, qui n'a rien à voir avec Patrick Poivre d'Arvor, qui est la stade de l'intensité du pressing, tout ça, c'est très intéressant à regarder. Tout à fait, la notion de calculer le nombre de passes qui est effectué avant de récupérer le ballon en moyenne dans un match, c'est PPDA, hein, c'est extrêmement intéressant et c'est d'ailleurs ce qui fait la marque de fabrique de Henrik Horneland. Et quand on voit le body language et l'attitude au bord du terrain de l'entraîneur par rapport à ça,
on comprend que c'est l'une de ses priorités d'identité d'équipe. Il veut que son équipe soit identifiée par cet aspect-là, le pressing et cette capacité à récupérer le ballon vraiment, vraiment haut. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le travail qui a été fait, c'est que il identifie très rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que les ailiers, donc Boaki et Cafaro, ont défendu sur les deux défenseurs centraux rémois. Chose qui est quand même particulier et qui généralement les ailiers défendent sur les latéraux adverses. Et cette idée de faire défendre les ailiers en fait sur les deux défenseurs centraux rémois, ça a forcé Stassin à défendre sur le milieu défensif rémois et Bouchouari et Mouton à sortir sur les latéraux. Et en fait, bon voilà, je vous laisse aller regarder son travail, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait on crée une supériorité numérique défensive qui va nous être ensuite bénéfique sur la supériorité numérique offensive. Ça va permettre de se projeter extrêmement vite, de profiter de la profondeur, de profiter de la supériorité numérique et de mettre en grande difficulté nos adversaires. J'ai lu à plusieurs reprises dans le chat et je partage totalement l'avis de Karl qui dit que Reims n'a pas été dans un grand jour, mais il ne faut absolument pas négliger le travail qu'on a fait pour les déstabiliser, vraiment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est appréciable, d'autant plus que ce match-là, si on l'avait joué peut-être 2 semaines ou 3 semaines en arrière, on aurait probablement eu une issue qui aurait été bien différente. Juste pour conclure par rapport à tout ça, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui a été mis en place en si peu de temps pour voir une métamorphose pareille? Donc les consignes tactiques, bien évidemment, comme je l'ai répondu, mais aussi, je pense, une volonté de chacun de s'inscrire dans un projet où chaque joueur a compris que Orneland est tel entraîneur de Kilmer Sport, le premier entraîneur choisi par Kilmer Sport, et qu'il est engagé jusqu'en 2027 avec une option d'1 an supplémentaire, soit 2 ans et demi, voire 3 ans et demi. Donc c'est une projection qui va être sur plusieurs mois. Et on va le donner du crédit bien plus que sur 6 mois ou 1 an à cet entraîneur. Donc à un moment donné, les joueurs qui pour la plupart sont en fin de contrat, soit en juin prochain, soit en juin 2026, s'ils veulent s'inscrire dans le projet de la Saint-Etienne version Kilmer, il va falloir répondre à ce que demande cet entraîneur. Et c'est aussi ce qui explique, je pense, cette implication collective générale. Ouais. Au niveau des individualités, Martin, je me tourne vers toi. Globalement, un des changements majeurs, bon, bah, c'est l'absence de David Ashvili qui avait participé à tous les matchs depuis le début de saison, certes, pour cause de maladie, mais aussi le retour de Michael Nadé qui était blessé et qui reprend la place de Younes Abdelhamid. Et on sent un petit peu, d'ailleurs, c'est de lui que vient le premier but, qu'il peut être aussi celui qui amène la révolte. Est-ce que pour toi, c'est un peu le facteur X de cette équipe? Moi, j'étais le premier à fracasser Nadé parce que voilà, je le trouvais un peu frustre, J'avoue que moi aussi. techniquement un peu limité. Et pour la Ligue 1, ça me semble un peu limite. Mais Nadé, il incarne quelque chose euh, qui a transpiré dans tout le match. C'est que tu peux être limité techniquement, tu peux avoir voilà, des limites techniques, physiques. Mais là, il y a eu de l'intensité. Et Nadé, ça a été le premier à mettre de l'intensité. L'intensité, dans le football d'aujourd'hui, c'est la valeur cardinale, la valeur numéro un. C'est ce qui te fait pencher les matchs d'un côté ou de l'autre. Et c'est le match où j'ai vu la plus grosse intensité du côté de l'AS Saint-Etienne. Et Nadé sur l'égalisation, bah, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer le ballon dans les pieds, il va donner la balle et il va proposer une solution tout de suite, sans se poser de questions, avec un dépassement de fonction, mais là que personne ne peut imaginer. Et cette action, elle est symbolique, c'est-à-dire on a des joueurs qui ont été portés vers l'avant, qui ont été intenses, qui ont joué en avançant. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence avec ce qu'on avait vu jusqu'ici, où on était dans une position attentiste, où le constat d'Aloglio, c'était euh, défensivement, on est à la ramasse, ce qui était vrai, hein, on est mauvais, donc on va assurer les arrières, on va laisser la balle à l'adversaire, on va subir, on va choisir de subir, et on va l'assumer, et puis on va croiser les doigts. Là, on est sur un tout autre mindset. Très honnêtement, je pensais pas l'AS Saint-Etienne capable de proposer quelque chose comme ça. Je pensais qu'ils n'avaient pas les joueurs capables d'imposer ce plan de jeu-là. Ils l'ont fait, face à Reims, certes, mais ils l'ont fait. Et chapeau à eux. Et Puis moi, justement, ouais, j'aimerais aller vas-y plus Sylvain. loin dans tout ça. En fait, j'aimerais aller plus loin dans ce que dit Martin par rapport à tout ça. C'est que oui, on pensait pas les joueurs capables de ça, mais je pense qu'il faut prendre aussi la chose à l'inverse. C'est que
Je sais pas si vous avez entendu l'après-match d'Ilan Batubinsika Ouais. qui disait c'est quand même plaisant d'avoir le ballon quoi. On a joué et on a eu le ballon, on a eu majoritairement le ballon durant ce match. Et à un moment donné, il y a une chose qui est primordiale dans une équipe, c'est de faire adhérer à ton équipe le projet de jeu que tu veux mettre en place. Et en termes d'adhérence, j'ai trouvé que c'était mais flagrant. Et tous, autant qu'ils étaient, c'était flagrant. Et en fait, je trouve que du coup, il y en a certains, ils se sont sublimés. Alors peut-être que c'est uniquement dans cette rencontre, mais j'ai trouvé des joueurs qui étaient même quelquefois limite. Voilà, on se dit bon bah ils vont être là cette année, et puis l'année prochaine, bon bah soit ils arrivent en fin de contrat, soit ils vont devenir des seconds couteaux. Mais mais il y a des joueurs qui ont fait des matchs qui étaient très intéressants et qu'on n'imaginait pas du tout. Mais simplement parce qu'en fait, ils adhèrent à ce projet de jeu. Et je les comprends, ça doit être tellement plaisant, tellement énergivore, mais tellement plaisant. Ils ont dû se régaler, honnêtement. Surtout après les six premiers mois qu'ils viennent de faire, quoi. Mais Et attention, je le dis tout de suite, je ne serai pas de ceux qui critiquent le travail d'Olivier Dalloglio. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait la saison dernière. J'ai beaucoup de respect qu'il ait ramené l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 et j'ai beaucoup de respect pour l'exploit qui a été celui qu'il a fait en Ligue 2. Voilà, la situation du club a changé. Il a été peut-être moins connecté avec les dirigeants par rapport à ce qu'il voulait faire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect. Et moi, je fais partie de ceux qui remercient Olivier Dalloglio pour le travail qu'il a effectué pendant une saison. Voilà. Et je te rejoins là-dessus. Je trouve qu'on. Oui, même s'il était plus forcément adapté au projet qui était en train de se mettre en place, ça reste un bon entraîneur et quelqu'un avec des valeurs humaines qui, je pense, nous parle à la plupart d'entre nous. Donc, un immense merci à Olivier Dalloglio et on n'oubliera pas quand même les émotions de la saison dernière, même si ça a été un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Justement, dans le chat, Karl, je vois que ça commence à parler un petit peu des individualités. Je vois que ça commence à donner des tops et pas de flops. D'ailleurs, les gens donnent surtout des tops. Et je vois Benjamin Bouchoirie qui revient régulièrement. Tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce que disent les gens? Ouais, alors il y a pas mal de supporters qui notent le rôle de Horneland sur le bord du terrain, très impliqué comme on l'a vu. Et aussi, j'ai vu un commentaire, je crois que c'était Paddy Attitude, qui nous soulignait que Horneland était présent à l'échauffement sur le terrain, ce qu'on n'a pas vu à Saint-Étienne, en tout cas ces dernières années, et ce qui veut dire beaucoup pour pas mal de monde dans le chat. Sinon, dans les individualités, il y a beaucoup qui citent Nadé, parce que c'était le sujet précédent, mais Nadé au top, Abdelhamid aura beaucoup de mal avec le football prôné par Horneland. Par contre, Batou a toujours été là quand même. Nadé meilleur défenseur, la question ne se pose même pas, c'est pour Yannick Goulet. Il y a Yannick qui enchaîne en disant pour moi l'homme du match c'est quand même Bouchouari, qu'en pensez-vous? L'évolution de Nadé depuis 3 ans c'est folle, ça je suis passé sur Twitch. El Grande Nadé. Après, il y a le cas Apia qui divise. 4 sur 10 pour Apia dans l'équipe, c'est sévère. Ça, c'est Pascal qui nous dit ça. Dans les tops, Stassin, Bouchouari, Nadé, c'est beaucoup les mêmes qui reviennent dans les tops. Et dans les flops, tant que j'y suis, il y a dans les flops, il y a Cafaro qui revient et Apia. Ok. C'est les deux principaux flops qui reviennent dans le chat. Voilà. Ok, très bien. Par contre, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, messieurs. Est-ce que vous avez un petit peu. C'était toi, Sylvain, surtout qui en parlait de, de à quel point ça pouvait être énergivore cette implication en intensité. Est-ce que vous avez peur que ce soit justement un one-shot et que on n'ait pas des joueurs avec un coffre suffisant pour tenir ça sur une demi-saison complète, voire une saison complète ou est-ce que c'est clairement le début d'une révolution et que en fait ce style de jeu, on risque de le voir régulièrement à partir de maintenant? T'en penses quoi, Martin? Mais c'est impossible de répondre à cette question parce que de toute façon, je ne sais pas si c'est un one shot ou. De toute façon, avec j'ai l'impression qu'on a recruté quand même un entraîneur dogmatique. Donc Ouais. aujourd'hui, ce sera ça son credo. Donc après, est-ce que ça marchera? Est-ce que ça marchera pas? Est-ce que l'AS Saint-Étienne fournira les mêmes prestations semaine après semaine? Je suis incapable de répondre à cette question. Mais ce qui est certain, c'est qu'il tendra vers ça. Aujourd'hui, l'AS Saint-Étienne a changé d'identité. Euh, le premier, pour la première sortie de l'entraîneur, ça s'est bien passé. Après, la suite, c'est très compliqué de répondre. Moi, ce que je sais, c'est que
il y a a priori plus de plaisir dans cette philosophie-là, parce qu'elle est plus ambitieuse, parce qu'effectivement les joueurs ont l'air de prendre plus de plaisir. Après, est-ce que l'effectif est taillé pour ça? Je suis pas certain. On n'a pas recruté cet été pour les désirata de cet entraîneur-là. De fait, il n'était pas là. Donc, Hmm. je pense que c'est aussi un entraîneur où il va falloir façonner un effectif selon ce qu'il veut mettre en place. Et ça va être un travail sur le long terme. Donc, si les nouveaux propriétaires de l'AS Saint-Etienne veulent partir dans cette philosophie-là, il va falloir remodeler l'effectif et pas qu'un peu. Il va falloir avoir des joueurs effectivement très intenses, un peu à la manière de ce que faisait Igor Tudor à l'OM à une époque. Donc, il va falloir remodeler tout ça. Ce qui est certain, c'est que les promesses sont belles. Je m'engagerai pas sur la réussite du projet. C'est évidemment beaucoup, beaucoup trop tôt. Et puis, c'est vrai que Romain dans le chat dit aussi, c'est pas plus énergivore de courir après la balle avec 25% de possession. C'est vrai que ça se défend aussi. Sylvain, justement, par rapport au match qui arrive face au PSG, est-ce que tu disais en introduction que c'était presque un peu dommage qu'on les affronte directement dès la semaine prochaine, parce que on sait que c'est compliqué et que ça pourrait casser déjà ce début de dynamique. T'as quoi comme attente, toi? De limiter la casse, de continuer le plan de jeu même si ça fonctionne pas? Oui. Continuer le plan de jeu, même si ça fonctionne pas. L'idée, comment dire, de se familiariser avec le projet de jeu que veut installer Horneland. L'idée, c'est de trouver les joueurs qui sont les plus à même de répondre à chaque rôle, qui sont très bien définis. L'idée, c'est aussi que les joueurs progressent, parce qu'il y a une notion qu'il va falloir bien prendre en compte aussi, c'est la notion de progression. Et je pense que c'est ce qui est aussi le plus important dans les 6 mois à venir. Bien entendu qu'il va falloir décrocher le maintien, mais j'avoue que je pense qu'on sera un peu plus solide pour décrocher le maintien avec l'idée de jeu que veut nous mettre en place Horneland. Mais surtout, on a des joueurs qui vont progresser. C'est évident, quand tu es à 120% comme ça, j'imagine des Stassins, des Bouchoiries, même des Mouefek, des Amougou, des Nadé, même enfin des Boki. C'est des joueurs qui vont faire des grands pas en avant. Et oui, c'est énergivore, mais les garçons, ils vont tellement avancer dans leur progression personnelle et dans leur progression collective. Et en fait, c'est que pour travailler pour le moyen terme. Et les bénéfices, on les aura à moyen terme. Et puis, pour en revenir sur l'idée de l'effectif, pour un peu rebondir sur ce que disait Martin, il y a 10 joueurs qui sont en fin de contrat en juin là, et une grosse majorité qui est en fin de contrat en juin 2026. Donc en fait, la construction, elle va se faire sur 2 ans. On a commencé là cet été, on va un peu remodeler, je pense, durant l'hiver. On va avoir à nouveau une deuxième vague l'été prochain. Et en fait, véritablement, les choses seront mises en place dans 2 saisons. Et dans 2 saisons, il y aura que des joueurs qui ont été choisis par ceux qui gèrent le recrutement et via ce processus de data. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir juger du travail. Mais honnêtement, je, je pense que l'avenir peut être vraiment intéressant dans le Forest, vraiment. Et juste pour revenir sur, Ouais, vas-y. juste pour revenir sur le match du PSG, pour moi, c'est aussi stupide de tirer des conclusions hâtives après un match face à Reims. Reims qui est une des pires équipes de Ligue 1 depuis 5-6 matchs, qui met plus un pied devant l'autre, que de tirer des conclusions après le match face au PSG où il y a un écart qui est bon, sans commune mesure. Et voilà, je pense que il faut être prudent avec ce qu'on a vu. C'est un début, c'est des promesses, voilà. Et il faudra être très prudent avec l'analyse qu'on aura du match au parc, parce que évidemment que tu vas pas aller au parc. Enfin, tu vas pas renverser le PSG. Je veux dire, le PSG est une équipe invaincue en Ligue 1 depuis des mois et des mois. Il faut savoir aussi où se situe cette équipe de Saint-Etienne. Je veux dire, on a vu l'écart avec l'OM. Je pense que l'écart avec le PSG, c'est pas parce qu'on a un nouveau coach et des joueurs qui sont métamorphosés que d'un coup de baguette magique, tu vas aller au parc en disant on va conquérir Paris, on va faire tomber l'invincibilité du PSG. Enfin, ça n'aura aucun sens. Tu veux dire que Cafaro face à Ousmane Dembélé, tu prends quand même Ousmane Dembélé, toi, sur le papier? Plutôt, Ah ouais, plutôt. ok.
Et Hakimi, Apia, j'ai un doute, mais je pense que je prends Hakimi aussi quand même. Ah, ouais, ça se discute quand même, parce que Apia, il a une plus grosse expérience de la Ligue 1. Et je pense qu'il a joué plus de matchs en Ouais. Ligue 1 que Hakimi, donc ça se discute, ça se discute. Karl, dans le chat, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a des messages que tu as envie de faire remonter? Oui, bah effectivement, tu relatais le message de Romain posant la question. C'est pas plus énergivore de courir après la balle avec 25% de possession. Bah dans ce sens-là, il y a Karl qui continue, qui dit le coffre se travaille, même si des recrues avec un plus grand volume de jeu vont être essentielles. Ozymandias 42 qui nous dit je ne les voyais pas tenir le rythme en seconde période. Mieux avoir le ballon surtout à domicile. Je veux voir un Saint-Etienne joueur au parc dimanche. On sent quand même de la volonté chez les dirigeants. Il y a la volonté de donner un style de jeu sur la durée. Le choix du coach n'est pas anodin. Beaucoup voient la réception de Nantes donc dans 2 semaines comme le véritable tournant du début de l'ère Orneland à la SSE. Fan Saintier qui croit savoir qu'avec un match par semaine, ça devrait tenir. Pascal qui pose la question avec la qualité technique des Parisiens, est-ce qu'on ne va pas avoir de grosses difficultés si on les presse très haut? Et puis sinon du côté de YouTube, il y a Paidi Attitude qui conclut en disant en tout cas je trouve ce projet très excitant, hâte de voir la suite. Eh ben, je crois qu'on a tous hâte d'être au prochain match. Parce que oui, effectivement, ce pressing-là, quand on va l'appliquer face à des joueurs du calibre de ceux du Paris Saint-Germain, peut-être que on va se faire aussi un peu punir dans le dos. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est enthousiasmant. Pendant que nous jouions contre Reims, il y avait d'autres matchs en Ligue 1, donc avec nos concurrents qui jouaient. Nantes qui a pris un point contre Lille. Montpellier qui se fait assommer par Lyon. Mais avant qu'on passe aux autres matchs du week-end, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce Saint-Etienne-Reims qu'on vient de débriefer? Est-ce que vous n'avez pas envie de parler d'une individualité en particulier? C'est vrai qu'il y a Lucas Tassin qui a fait un très bon match dont on a peu parlé. Il y a Augustine Boaki aussi, mine de rien, qui a marqué un doublé et dont on n'a pas vraiment évoqué le nom. Moi, il y a une individualité dont on n'a pas parlé encore depuis le début. Personne n'a évoqué son nom. Mais je trouve que Mouton a fait un match incroyable. Et quand on parle d'intensité, je trouve que c'est lui qui a donné le là. Alors Bouchoirie, c'est dans un rôle différent, mais lui, il a fait des appels. Voilà, il était aux 4 coins du terrain. Il fait un retour à un moment au début de seconde période, si je dis pas de bêtises, assez exceptionnel. Il se projette et je trouve qu'il a été d'une densité assez incroyable. Et je l'avais trouvé bon. Je trouvais qu'il était, voilà, qu'il était très irrégulier depuis le début de saison, mais qu'il avait eu quelques fulgurances. Là, c'est vraiment son meilleur match. Et s'il arrive à avoir comme niveau moyen ce qu'on a vu samedi dernier, lui, ce sera une vraie plus-value, hein. Bah, tiens, justement, par rapport à Mouton, Sylvain, toi qui a beaucoup suivi les équipes de jeunes de la S Saint-Etienne, donc là, on a qui se disputent pour le milieu de terrain. On a Mouton, on a Amougou, on a Mouefek. Pour toi, c'est qui est amené à jouer le plus gros rôle d'ici la fin de la saison? Honnêtement, c'est une très bonne question. Je suis incapable d'y répondre. Pourquoi? Parce que Mouton, je le voyais pas aller jusqu'à ce stade-là dans sa carrière. Pour moi, il est au-delà voilà, de ce que je l'imaginais faire comme carrière. Je pensais pas que c'était un joueur qui pouvait performer en Liga en étant tout à fait transparent. Comme quoi, voilà, hein, il n'y a jamais de vérité dans le football. Moefek, il est tributaire de, de ses blessures. De toute façon, s'il enchaîne, il est certain que on a vu la saison dernière quand il s'est mis à enchaîner les matchs et il faut qu'il enchaîne les matchs pour se sentir bien physiquement parce que il a tendance quand il est moins bien physiquement, je trouve qu'il est beaucoup moins juste dans beaucoup de ses choix, dans beaucoup de ses enfin techniquement, il devient brouillon, ça devient un joueur brouillon même s'il a un abattage de dingue. Et Amougou, il reste sur sa première saison professionnelle. Voilà, Amougou, c'est un joueur qui doit progresser, qui va progresser avec un entraîneur comme ça, mais c'est un joueur de 19 ans qui a 15 matchs professionnels, qui a 12-15 matchs professionnels. Donc voilà, on est un peu impatient avec Amougou, mais c'est sa première saison professionnelle, il doit se faire au rythme, il doit un peu englober tout ça. Maintenant, qui est-ce qui va jouer le plus? Honnêtement, je suis incapable de le dire, mais je suis d'accord avec Martin que Mouton a fait un super match et j'ai adoré Bouchouari. Pour moi, homme du match, Benjamin Ouais. Bouchouari.
Je trouve que il crève l'écran, techniquement, il est exceptionnel. Il va vite dans tout ce qu'il fait. Il a mis du volume dans son jeu sur l'aspect défensif. Il est juste dans ses choix de jeu vers l'avant. Honnêtement, si on lui rajoute l'efficacité dans les 25 derniers mètres par des stats, passes décisives et buts, ça va vraiment devenir quelque chose de très très intéressant. Et sa renaissance, c'est quelque chose là depuis plusieurs semaines là. Ça donne de l'espoir pour la suite, ouais. Je vole un petit peu ton travail, Karl, mais je vois Rutra98 qui nous dit: Je pense que mon conduit va nous faire une énorme deuxième partie de saison sur Instagram. Et ce message m'a beaucoup fait rire. Et justement, ouais, par rapport au cas de Augustin Boaki, parce que c'est vrai, on va conclure la partie match là-dessus. Mine de rien, il met un doublé sans ses 2 buts. On part avec un match nul. Bon, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais pourtant, c'est apparemment pas le joueur qu'on retient de ce match. Martin, t'en penses quoi du match de Boaki? Non, mais il met un doublé, on va, voilà, il faut. Et puis le deuxième qu'il met, Le deuxième, il est bon, beau. autant le premier Nadé, il fait 90% du job, enfin j'exagère, mais autant le deuxième, il faut la mettre la Lulu. Donc non, mais c'est un joueur intéressant. Je pense que de toute façon, il y a aussi quelque chose, c'est que il faut jamais négliger la confiance. C'est-à-dire que là, euh, on, ce qui est intéressant, c'est que ça va lui recharger sa jauge. Après, si tu me donnes le choix entre lui et David sur ce qu'on voit depuis le début de saison, David, ok, il a été très irrégulier, mais j'ai vu des choses de David. Sans lui, je sais pas combien de points on aurait. Donc aujourd'hui, si tu me demandes de choisir entre les deux, après, ça peut être les deux, parce que Mm. Cafaro, par exemple, depuis le retour en Ligue 1, À mon avis, c'est oui. À mon avis, c'est oui, hyper Martin, hein. décevant. À mon avis, ce Ouais, ouais, sera David Boaki et c'est plutôt Cafaro qui serait dans la balance ouais, Ouais. négative. D'autant plus que Cafaro, fin de contrat dans 6 mois, hein, contrairement aux deux autres, hein. Et puis ouais, Benold ouais. qui va pas revenir a priori d'ici la fin de la saison, donc qui est sur le côté, ouais. Ouais, après, je serais pas contre un ailier en Oui, on le plus aussi au verra. mercato, hein. Je serais pas contre un ailier en plus au mercato parce que je Totalement. suis, enfin Totalement voilà, d'accord avec c'est toi. bien, mais ça me semble quand même, même s'il a fait un super match, etc. Je sais pas si ça suffira pour la fin Ouais. de saison, quoi. Voilà. Et d'autant plus avec ce qu'on disait au début vis-à-vis de l'analyse tactique de la rencontre, on voit que les ailiers vont avoir un rôle qui va être très particulier sous Horneland. Et a priori, ce sera le cas puisque c'était déjà le cas avec Bran et Haugesund quand il était encore coach en Norvège. Rapidement, avant qu'on parle un petit peu du mercato, on est en train de faire le lien lentement mais sûrement. Il y a eu donc, comme je le disais, d'autres matchs cette semaine en Ligue 1, avec nos concurrents directs qui n'ont pas forcément marqué beaucoup de points. Montpellier qui a perdu contre Lyon, Nantes qui a fait match nul contre Lille. Il y a juste Le Havre qui a perdu aussi également. Il y a juste Angers qui est venu à bout des Brestois. Au final, est-ce que ce ne seraient pas les Brestois nos vrais concurrents pour le maintien? Quel résultat vous retenez le plus là dans ceux que je viens d'évoquer, Sylvain? Moi, je retiens le résultat de Le Havre. Pourquoi? Parce que on a désormais Montpellier et Le Havre qui ont des goal average qui sont pires que nous. Et ça, malheureusement, ça comptera, je pense, à la fin de saison. Euh, je pense on peut espérer que ces deux équipes-là finissent derrière nous. Alors, on peut espérer, hein, j'ai bien dit, j'ai pas dit ils finiront derrière nous, mais voilà, ça reste une donne qui est intéressante par rapport à ça. Après, le résultat d'Angers est, je dirais pas surprenant, mais embêtant. Maintenant, Angers vont se battre jusqu'au bout, c'est certain, comme nous, comme Nantes. Et je ne vois pas Nantes finir à cette place de barragiste non plus. Donc, ça va être serré. Et on est en train de remettre dans la course des équipes comme Reims, comme Brest, voilà, qui sont peut-être qui ont eu une bonne période, mais qui sont peut-être un peu moins bien. Aujourd'hui, Reims, c'est l'équipe qui va pas beaucoup pouvoir investir, qui a déjà 20 points, heureusement, mais qui est vraiment dans une mauvaise dynamique et pourquoi pas finir devant eux, ça serait pas désagréable, ouais. Ouais, Martin? et Reims a perdu avec Badou, hein. Et ça leur a fait mal, hein, on l'a bien vu, hein. Ouais, ça leur a fait très très mal. Donc effectivement, attention à Reims. Moi, pour avoir vu les matchs de Nantes et de Montpellier,
le match de Montpellier, il est trompeur, hein. C'est-à-dire que Montpellier Oui. doit gagner à Lyon, mais même tranquillement. Donc, j'enterrerai pas tout de suite Montpellier parce que je trouve que le classement ne reflète pas ce qu'il montre sur le terrain depuis le début de saison. Il y a plein de carences, hein, évidemment, quand tu prends 39 buts, voilà, il y a plein de carences, mais ils sont pas aussi largués que ça dans les matchs dans lesquels je les ai vus. Et contre Lyon, c'était assez frappant. Je veux dire, il y a un Jordan Ferry qui est très très bon, il y a un Savanier qui a fait un bon match aussi, et que s'il se remet la tête à l'endroit en deuxième partie de saison, ce sera plus du tout la même équipe. Donc attention quand même, Montpellier, je les enterrerai pas. Nantes aussi, il faut faire gaffe quand même. Moi, ceux que je trouve les plus dans le trou aujourd'hui, c'est le Havre. Et je rejoins Sylvain pour Reims, hein. C'est-à-dire que Reims, et d'ailleurs Lucas Elsner l'a dit après le match, hein. Il a dit heureusement qu'on a 20 points, mais il va falloir faire très attention parce que là, ce que j'ai vu à Geoffroy Guichard, ça l'a rendu inquiet, quoi, vraiment inquiet. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu ne largues personne. Voilà, bon, Montpellier est à 7 points, mais surtout tu reviens sur une équipe comme Reims, et ça peut être intéressant à moyen terme, on va dire. Ok. Karl, je viens vers toi par rapport à ce qu'on s'est dit là ces dernières minutes, par rapport au milieu de terrain. On évoquait les cas de Louis Mouton, Amougou et Mouefek. Par rapport à ce qu'on disait là sur la course au maintien, qu'est-ce qui ressort du chat? Écoute, sur Mouton, ça regrette qu'il n'ait pas fait la passe à Stassin, qui était tout seul et bien placé. C'est Franck qui nous dit ça. René qui nous dit Mouton n'a pas fini de nous étonner. Arnoland peut lui donner une autre orientation à sa carrière comme à d'autres joueurs. Après, Patatrac qui nous dit après, faut pas oublier que Mouton venait de nous faire quelques matchs dégueux quand même. Donc, bon, ne pas s'enflammer tout de suite non plus. Il y en a aussi, je dis juste ça parce que ça attise le débat. Le cas Léo Petro. Je sais pas si vous en avez parlé, mais c'est un joueur qui a toujours été très limité techniquement, mais qui joue toujours avec une envie incroyable et qui lâche rien. Beaucoup de respect pour lui, ça c'est Vingo qui dit ça, et au contraire, Jo42 qui nous dit Pedro, il faudrait le changer quand même. Lucas Cafaro divise également. Il y en a beaucoup qui ont hâte de voir Benold à son retour sous Horneland. Et sinon, il y a Fan Santé qui nous dit un top 12, on signe. Un top 14, ça serait parfait pour cette saison, c'est Jo42. 15e, je signe, ça c'est Romain. Et sinon, ça a hâte que Clément vienne nous parler du mercato, hein, je vous cache pas. Eh ben écoute. Voilà. Eh ben écoute, ça tombe bien parce que Clément nous a rejoint pendant qu'on débriefait le match contre Reims. Et justement, bonsoir Clément, comment vas-tu? Salut à tous les amis, salut au chat. Bah écoute, ça va très bien. On a passé un très bon week-end. Longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi plaisant et très très content pardon de faire mon retour dans le Saint-Étienne Night Club. Ça fait plaisir comme à chaque période de transfert. Très heureux aussi de te recevoir. Bon, on a discuté un petit peu avant le début de l'émission, Clément, et tu me disais que depuis l'arrivée de Kilmer Sport de manière générale, c'était un petit peu plus obscur et un petit peu plus complexe d'avoir des noms qui sortent, notamment en début de période. Qu'en est-il ce coup-ci? Oui, bah c'est ça. Déjà l'été dernier, les recrues fuitaient, alors pas forcément le jour même de l'officialisation, mais pas très longtemps avant et quand les choses étaient vraiment bien avancées. Ça fuitait souvent sur l'équipe. Nous, à Peuple Vert, on avait eu une ou deux infos par-ci par-là, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur le modèle classique où il y a les agents qui parlent de partout, etc. C'est quand même assez opaque. Ils essayent de contenir les choses un maximum. Et ça ne veut pas dire du coup que ça travaille pas, ça veut surtout dire que ça travaille dans l'ombre. Et c'est peut-être pas plus mal finalement. Bon, on a quand même quelques petits trucs à dire. On avait sorti la liste des postes visés pour ce mercato sur Peuple Vert fin décembre. Donc la priorité, d'abord, c'est un défenseur central droitier. Je pense que c'est le poste visé vraiment en priorité des priorités. Il y a le nom de Adilson Malanda, le défenseur central de Charlotte, qui est sorti. C'est un joueur pour qui Saint-Etienne a en effet contacté son club. Visiblement, ils en demandent un prix qui est assez élevé. Et très honnêtement, je ne sais pas si c'est la priorité. Donc, pour l'instant, sur l'avancée du dossier, je ne pourrais pas vraiment en dire beaucoup plus. Est-ce que tu sais combien ils en demandent, Charlotte? Je ne suis pas vraiment censé dire le prix, mais on va dire une fourchette plus de 5 millions, on va dire. Ok.
Voilà. Mais c'est pas un prix que Saint-Etienne voudra mettre de toute façon. Mais voilà, je ne sais même pas honnêtement si c'est la priorité. En tout cas, il fait partie de la liste. Et de manière générale, la Major League Soccer est un championnat particulièrement surveillé par Kilmer Sport, ça on peut le dire. Il y avait un autre défenseur central qui est visé, on ne peut pas sortir le nom, c'est un jeune joueur de Ligue 2 qui est aussi sur la liste. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est la priorité ou si c'est du bas de liste, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, il y a vraiment un central droitier qui est dans les petits papiers. Autre poste, c'est l'ailier droit, avec la blessure de Ben Hall qui est censé revenir pas avant mars normalement. On a le nom de Josué Casimir qu'on avait révélé sur Peuple Vert. On a aussi révélé, malheureusement, il n'y a pas longtemps, que Le Havre ne voulait pas le lâcher. Ils espèrent le prolonger. Et pour l'instant, ils ne sont pas du tout ouverts à discuter avec Saint-Etienne, qui en plus est un concurrent direct pour le maintien. Donc, piste à oublier ou du moins piste en stand-by. Et pas vraiment d'autres noms là encore qui fuitent à ce poste-là d'ailier droit. Pour le milieu de terrain, c'est l'autre priorité. Si on devait en définir trois, ce serait voilà, défenseur central, ailier droit, milieu de terrain. Là, un des seuls noms qui est sorti, c'est Baptiste Santamaria. Alors, il y a eu quand même quelque chose, un engouement que je n'ai pas trop compris. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis en tête qu'il allait signer comme ça si rapidement. Parce que Santamaria, oui, il y a eu des discussions, mais c'est un salaire qui est trop conséquent pour Saint-Etienne en l'état. Et le joueur n'a pas semblé montrer un intérêt particulier pour le projet. Donc pour l'instant, à oublier, peut-être que c'est quelque chose qui peut se réactiver en fin de mercato, mais là, en l'état, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose avec Santa Maria et que ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en stand-by, je pense. Par contre, on a quand même toujours le milieu de terrain Rosier du Fortuna Sittard, c'était un nom qui avait fuité en décembre, milieu de terrain défensif, qui lui était toujours visé. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est la priorité ou pas. Donc voilà pour ce qui en est au niveau des arrivées. 3 postes à renforcer en priorité. Évidemment, ça peut changer au cours du mois de janvier. Mais pour l'instant, défenseur central droitier et les droits, milieu de terrain. Même si on peut aussi dire qu'il y a eu des petites prises de contact par-ci par-là avec un buteur, par exemple. Et c'est vrai que la suspension de Sissoko aurait pu faire penser qu'on allait vraiment s'activer là-dessus. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais voilà, voilà ce qu'il en est au niveau des postes visés. Ok, merci beaucoup déjà pour ce point sur les arrivées. Je reviens vers toi juste après pour les départs attendus ou espérés du côté de Saint-Etienne. Au niveau des arrivées, Martin, quel est pour toi, donc Clément nous a dit quel poste était visé en priorité par les dirigeants, mais pour toi, quel serait le poste à viser en priorité, si tu devais en garder qu'un? Moi, c'est clair que c'est la défense centrale. C'est que oui, ils ont fait un bon match samedi dernier, mais il faut se souvenir à quel point elle a plombé le début de saison des Verts. C'est-à-dire que moi, Batou Binsika, Nadé, Briançon, Abdelhamid, ça me paraît beaucoup trop court pour la Ligue 1. Donc évidemment que s'il y a un renfort à prioriser, je dirais, c'est en défense centrale. Et après, sur les profils, Orneland, on voit bien ce qu'il veut mettre en place. Il veut du jeu de possession, il veut de l'intensité, il veut etc. Moi, cet effectif me semble aussi un peu juste, techniquement presque, pour ce qu'il veut mettre en place. Donc moi aussi, je rechercherais un profil, voilà, des joueurs plus à l'aise dans ce domaine-là pour pouvoir mettre en musique ce que le nouvel homme fort des Verts veut faire. Ok, et je vois que Clément ne l'a pas évoqué non plus, mais je vois beaucoup revenir dans le chat un latéral droit potentiellement. Sylvain, toi, est-ce que le poste de latéral te semble être une des priorités de ce mercato? En fait, je pense qu'il compte sur le retour de Masson fin janvier pour le poste de latéral droit. J'en profite pour dire que j'ai trouvé le match de Denis Apia pas mal ce week-end. J'ai été assez surpris de voir qu'il avait eu 4 dans l'équipe. J'ai trouvé qu'il avait un client face à lui et qu'il a été intéressant défensivement, je l'ai trouvé intéressant. Donc voilà, et puis après il y a Masson qui va revenir. Les deux sont en fin de contrat en 2025, donc le chantier du latéral droit va forcément exister. Et si tu prends même un peu plus de recul par rapport à tout ça, en fait il n'y a que Nadé qui est sous contrat au-delà de 2026, gardien compris.
Donc, autant au milieu, j'ai l'impression qu'on a bien avancé sur les postes qu'on aimerait avoir et sur les joueurs qu'on aimerait avoir. Il manque, comme l'a justement dit Clément, un numéro 6 pour remplacer Ekwa ou pour le suppléer de temps en temps. Mais il y a ce qu'il faut. En attaque, il va falloir trouver un ailier, mais globalement, on a Boki, on a Stassin, on a des jeunes qui poussent, donc c'est pas mal aussi. Et c'est surtout derrière que le chantier va être colossal. Et je pense que ça sera l'une des priorités de l'été prochain. Euh, quoi qu'il en soit, le rôle d'axial droit semble être pour moi la priorité. J'ai trouvé Batou Binsika bon, mais le plus en difficulté sur les quatre de derrière quand même ce week-end. Et, je suis convaincu que si tu mets quelqu'un de très solide à côté de Nadé, la charnière centrale va être très très solide et ça bougera pas du tout, quoi. Et on aura de quoi voir venir sur 2, 3, 4 ans. Au niveau des postes des latéraux, je vois dans le chat que ça parle de Pierre Cornu. Est-ce que vous attendez quelque chose du retour de Pierre Cornu? Ou est-ce que c'est un joueur qui, de toute façon, vous a déçu et vous en attendez plus grand-chose? Non, mais là, enfin, Cornu, de ce qu'on a vu depuis le début de saison, enfin, je vois pas quels arguments on pourrait avoir pour dire que qu'on va construire avec lui. Ou voilà, peut-être que lui aussi va se métamorphoser, qu'il va se révéler sous les ordres d'Ornoland, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et de ce qu'on a vu, il n'y a rien aujourd'hui qui peut nous amener à nous dire qu'on peut construire avec lui. Moi, sur la charnière centrale, bon, Nadé, il a fait un super match, mais construire sur 3 ou 4 ans avec Michael Nadé en Ligue 1, je reste quand même très prudent avec, avec ce qu'a dit Sylvain quand même. Moi, j'attends quand même une Ouais, je sais que tu es confirmation. sceptique sur Nadé. Je sais que tu es Bah, très sceptique sur Nadé. Après, je me projette non, mais aussi par rapport au contrat qui lui a été offert. Tu vois ce que je veux ouais, je dire? En sais. fait, pour moi, Mais est-ce que c'est ta si charnière en Ligue 1, si tu veux avoir des ambitions sur 3-4 ans, elle contient Nadé. Encore une fois, il a fait un super match, il a les qualités qu'il a. Mais pour le très haut niveau, pour la Ligue 1, il me semble quand même avoir des limites, notamment techniques, qui me semblent quand même difficilement surmontables. Mais bon, voilà, c'est que mon avis, hein. Alors, je te pose une question à l'inverse. Quand on pense à la charnière centrale de l'époque Perrin-Bayalsal, est-ce que pour toi, dans un rôle de Bayalsal, le Mika Nadé, ça te choque? Il me semble un peu plus limité que Bayal Sal, un peu plus. Et il me semble avoir quelques Pourtant, carences, notamment. Bayalsal, ses meilleures années, c'est entre 28 et 31, je dirais. Parce qu'avant, on Ouais, peut, on peut faire le compte de ces cagades qu'il nous a fait. Et il en a fait, hein. Dieu sait qu'il en a fait plusieurs. Il a été même mis au placard. Il a été en grande difficulté. Moi, après, je me projette dans cette idée-là. Après, peut-être que c'est trop, hein, c'est possible, hein. Je prétends pas du tout détenir la vérité. Mais moi je en n'espère que fait, je me ça, hein. projette dans une optique comme ça. Je me projette avec un mec à côté de lui, tu vois, qui va vraiment l'accompagner, qui va être la touche technique, le mec hyper fiable techniquement, relanceur très propre, etc. Et voilà quoi. Et à côté de lui, le monstre, l'animal un peu à l'ancienne, le 4 et le 5 quoi, pour être vulgaire. Ouais, Libéraux et stopper. Dans le ouais, chat, ouais, non, mais. ouais, pardon. Non, 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 je dis ce que j'avais à dire, y a pas de souci. Dans le chat, ouais, je disais que ça parlait un petit peu du poste de latéral droit et de latéral gauche. Qu'est-ce qui ressort sinon comme priorité à viser en termes de mercato, mon cher Karl? Mon cher Karl. Oui, excuse-moi, je Changer cherchais le, le le bouton. J'écoutais bref, on s'en fout. Non, t'écoutais quoi? Non, non, Na- non, vas-y, justifie-toi, t'écoutais Non, quoi? non, j'écoutais pas, j'ai essayé d'enlever le mute. C'est ce que Ah, je ok, voulais dire. Bref. très bien. Guillaume qui nous dit Pierre Cornu est la recrue la plus décevante du dernier mercato. Oui, il faut un défenseur central. On peut oublier Abdelhamid et Briançon avec le travail demandé par Orneland. Patatra qui réclame un latéral droit car selon lui Apia c'est léger, et au contraire Relais qui nous dit oui, la note de 4 pour Apia c'est l'équipe sur l'équipe c'est une hérésie. Cornu très très faible, beaucoup trop faible. Nadé le nouveau rock de Sailly, oui c'est un futur crack, ça c'est Thomas Iglesias qui nous dit ça. Cornu bien en dessous de Petro défensivement comme offensivement. Il y en a qui demandent, ça je sais pas Clément si tu pourras nous répondre, Nordin et Payet, est-ce que ce sont des bêtises, les rumeurs? Euh, et sinon il y a Fire Stibbs qui nous dit on espère tous qu'il obtienne le niveau de Bayal. Enfin voilà, je sais pas si tu veux répondre Clément ou si je te mets dans la panade, j'en sais rien. Non, Ouais, non, pas tiens, du tout.
peux répondre et je peux préciser sur le latéral aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, Payet, oui, 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 enfin, je vois pas trop le crédit qu'on peut apporter à cette information-là. Nordin, très honnêtement, je sais pas. Par contre, c'est vrai que ça correspond déjà plus au projet, surtout qu'il est libre dans 6 mois et qu'il est disponible là, pour sortir de Montpellier pour pas grand-chose. Mais très honnêtement, je sais pas. Mais pour Payet, non, évidemment, non, non, pas possible. Si Et le Kilmer, latéral, ils viennent avec Dimitri Payet, honnêtement, là, je comprends plus ce qu'on dit depuis un an, là. non, non, ça n'aurait absolument aucun sens. On va pas se mentir, ça n'aurait aucun sens. Par contre, pour le poste de latéral, alors, il y a, je dirais, peut-être 1 mois et demi, 2 mois, c'était un poste qui était visé. Il y avait eu des bruits autour de ce poste-là, mais là, c'est vrai que sur les priorités qui ont été établies fin décembre, début janvier, le poste de latéral ne revenait pas. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, la particularité de ce mercato-là, le mercato hivernal, c'est qu'on a des matchs qui se jouent en même temps. Si Orneland constate un manque à ce poste-là, sur le match de Reims, sur le match de Paris qui arrive, etc. Il n'est pas dit que les priorités puissent pas évoluer, hein, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que là, sur fin décembre, début janvier, le poste de latéral n'était pas parmi les 3-4 priorités. Mais ça peut tout à fait arriver. Ok. Bah tiens, tant que tu tiens le crachoir, au niveau des départs attendus, parce que il y a certains joueurs qui n'ont pas joué une seule minute depuis le début de la saison. On pense à Thomas Monconduit, on passe à Anthony Briançon, des joueurs qui peut-être seraient amenés à partir à 6 mois de la fin de leur contrat. Bah alors, très concrètement, c'est un peu le même problème que l'été dernier. Ça va être très compliqué de dégraisser. Et Kilmer s'était fixé un peu une règle l'été dernier, c'était de ne pas libérer les joueurs de leur contrat, de ne pas payer le salaire qui reste et de leur dire allez, vas-y, signe dans ton nouveau club gratuitement. C'était une règle qui s'était fixée, ils ne voulaient pas faire ça, c'était pas dans leur ADN. Est-ce qu'ils seront amenés à le faire seuls eux ont la réponse. En tout cas, là, on a des joueurs comme Briançon, Monconduit, tu l'as dit. On a Tardieu, Fomba, etc., qui sont sur la liste potentiellement des joueurs non désirés. Mais à l'heure actuelle, aucun ne veut partir. C'est le même problème à chaque mercato. On refait la même histoire à chaque fois. Donc, peut-être qu'on aura un départ miraculeux qui ne sortira de je ne sais où. Mais en l'état, personne ne veut partir quasiment. Donc, on est sur la même problématique. Et sur les départs, ce qu'on peut ajouter, hormis les indésirables, vous avez peut-être vu passer l'info, mais Mermoud Bentaï, qui est un prêt aux Zamalek en Égypte, il est prêté avec option d'achat et Zamalek veut lever l'option d'achat. C'est une info de Foot Mercato, mais ils veulent renégocier les modalités de paiement, donc c'est-à-dire peut-être étaler le paiement d'une manière différente, voilà, des choses comme ça. L'option d'achat qui est de 1 million d'euros pour rappel. Et on peut aussi dire qu'au niveau des jeunes joueurs, alors sans tirer la sonnette d'alarme ou quoi, il y a quand même des intérêts qui sont là pour Kevin Pedro notamment, voire même Ayman Aiki. Kevin Pedro qui, je rappelle, n'a toujours pas signé professionnel. Donc ça peut potentiellement aussi être un dossier dans les prochaines semaines. Sylvain, c'est quelque chose. Tu t'attends à ce que Horneland justement fasse appel à ces jeunes joueurs du centre de formation, comme on a pu voir avant-hier, Diane Nguessan, Kevin Pedro, Emen Aiki, Amougou. Est-ce que de ce que tu sais d'Horneland, est-ce que tu penses que ça va rentrer dans son équation? Bien sûr, bien sûr. Quand on voit qu'il fait rentrer Nguessan là ce week-end, ça montre l'idée du travail qu'il veut mettre en place. Aujourd'hui, de toute façon, on est quand même sur une direction qui veut faire du trading, même si on veut pas se le dire nous tous, Mmh. ils vont vouloir faire du trading, ils vont vouloir faire de la valeur marchande, ils vont vouloir augmenter comment dire, le capital de finance des joueurs, ceux qu'ils représentent, et ça passera par le centre de formation, évidemment. Aujourd'hui, au centre de formation, il y a des joueurs qui peuvent grandir et qui peuvent devenir des joueurs professionnels et évoluer au sein de la S Saint-Étienne, soit comme titulaires, soit comme des joueurs de rotation. Aujourd'hui, avoir des joueurs de rotation de 18, 19, 20 ans qui rentrent, qui font un quart d'heure, je pense que c'est tout à fait le projet Kilmer Sport Ventures. On va pas se mentir. Ce qui s'est passé avec Nguessan ce week-end, ce qui peut se passer avec Aiki. Bon, Nguessan a été pris ce week-end. Je sais qu'Aiki était blessé. Donc, est-ce que sa présence s'explique aussi par l'absence d'Aiki et Aiki était peut-être prévu pour cette rencontre?
On le saura dans les semaines à venir si Aiki revient et est à nouveau disponible. Mais voilà, faire jouer Amougou, faire jouer Aiki, Kevin Pedro enchaîne les groupes, Nguesson a fait ses premières minutes en professionnel. On va sûrement en voir d'autres, hein. Fall, bon, Miladinovic, il n'est pas issu du centre de formation, mais ça y est, on l'a vu disputer ses premières minutes en Ligue 1 aussi. Voilà, honnêtement, entre donner un quart d'heure, 20 minutes à Aymen Aiki ou à Fomba ou Tardieu, quand je dis Aiki, c'est pas les mêmes rôles, c'est pas les mêmes postes, mais peut-être qu'on a un meilleur temps de donner du temps de jeu, 10 minutes, un quart d'heure en fin de match à des jeunes joueurs issus du centre de formation qui peuvent encore évoluer et qui peuvent progresser et qui répondent surtout à ce que veut mettre en place Ordeland, davantage que certains joueurs qui sont là, qui sont bientôt en fin de contrat, qui sont peut-être vieillissants et qui répondent pas forcément aux idées du coach, quoi. Après, c'est mon avis, mais je pense que ça semble cohérent, quoi. Parmi les joueurs justement qui seraient susceptibles de partir, en tout cas dont on n'a pas forcément besoin à la S Saint-Etienne là pour cette demi-saison, Martin, c'est qui que tu vois le plus probable partir, qui a encore un petit peu de valeur aux yeux du marché? Est-ce que ce serait plutôt un Fomba? Est-ce que ce serait plutôt un Tardieu? Un Monconduit? Ouais, bah, le problème, c'est que il faut avoir des offres. Et pour ces trois-là, c'est ça la difficulté, c'est que les faire sortir, il faut des clubs intéressés. Mot conduit, Tardieu, ouais, c'est peut-être Fomba qui, en tout cas sur les derniers mois, bah, c'est difficile parce que c'est trois joueurs qui sont quand même en échec sportif, mais c'est peut-être lui. Voilà, il a une cinquantaine de matchs depuis qu'il est arrivé à Saint-Étienne. C'est peut-être lui qui aurait Ouais. le profil le moins difficile à faire sortir, mais je pense qu'ils sont tous compliqués à faire sortir Ok. de toute façon. Et de toute façon, on s'y est déjà attelé l'été dernier. Ils y sont pas arrivés. Est-ce qu'ils y arriveront cet hiver? C'est loin d'être fait quand même. On verra bien, on verra bien. En tout Surtout, cas, les surtout prochaines que, semaines en termes de mercato vont être intenses. Oui, Sylvain? ouais, surtout pour dire que Fomba et Tardieu et Briançon également, c'est contrat jusqu'à 2026, hein, donc potentiellement ils ont 18 mois de contrat Ouais. encore. Donc les sortir cet hiver, quand ils sont à 6 mois de la fin de leur contrat, tu peux éventuellement espérer leur dire bon bah voilà, on trouve un arrangement et vous partez. Je pensais à Tardieu par exemple qui pourrait à nouveau rejoindre Clermont pour rejoindre son mentor Batles. Mais enfin, c'est pas le cas quoi, il a 18 mois encore, hein. Ouais. Et probablement une revalorisation salariale liée à la montée en Ligue 1 en plus. Donc On faut verra se mettre bien. aussi à la place des joueurs quoi. En tout cas, Clément, merci pour ta présence, merci pour ton point mercato. On te retrouve dès la semaine prochaine dans le Saint-Étienne Night Club et bien sûr à lire sur Merci à peuplevert.fr vous. et sur l'application Peuple Vert que vous pouvez télécharger. Je l'ai personnellement sur mon téléphone et je l'ouvre tous les jours, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. Il nous reste 2 minutes, messieurs. Je vous propose qu'on se fasse le petit quiz de fin d'émission. Normalement, c'est des questions ce soir qui sont pas extrêmement difficiles. Donc, je compte sur vous pour que ce soit des questions de rapidité. Nous commençons donc avec la première question. On rappelle le principe de ce quiz. Nos chroniqueurs sont soumis à 3 questions en fin d'émission. Et à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points par émission remportera le quiz global. Première question. Quel est l'âge de notre nouveau coach? Sylvain, 49 ans, non? 49. 49 ans pour Martin. Combien tu dis, Sylvain? Bah c'est 49 je crois, donc Donc vous 50. avez tous les deux la réponse, c'est ce qui me semblait. Si les deux ont la réponse, c'est ce que je me suis noté sur mes petites notes. Est-ce que vous pouvez me donner sa date d'anniversaire le plus proche? Repartira avec le point. À 75, mais Ouais, mais quel mois, quel jour? Allez, j'attends une proposition chacun. Je sais que c'est un peu du pif. J'étais pas très inspiré au niveau des questions ce soir. Allez, une proposition, Martin. j'en ai aucune idée. Février 75, je sais pas, le 22 février, le 21 février 75. Le 21 février. Et Sylvain, combien tu dirais? Le 5 avril. Le 5 avril.
Vous me facilitez pas la vie, c'est à peu près au milieu. 5 avril et 22 février, c'est le 14 mars 1975. Mon cher Karl, je te laisse faire le calcul, comme ça on peut enchaîner sur la deuxième question. Et dès que tu as la réponse, tu me le dis. J'ai la flemme de calculer. T'es chaud? Ok, je te compte ça. Merci, t'es adorable. Euh, Deuxième question. Nous allons faire un petit saut dans le passé. Nous allons revenir à la saison 2005-2006. Une des années qui, moi, a marqué mes jeunes années de supporter. Lors de la 7e journée, nous affrontions le Paris Saint-Germain et nous avons gagné sur le score de 3-0 sous la direction de Elie Bop. Quels joueurs ont participé à ce match côté stéphanois? Vous allez en citer un chacun jusqu'à ce qu'il y ait une erreur ou que vous n'ayez plus d'idée. Et on va commencer avec Sylvain. 2005-2006, 7e journée contre le Paris Saint-Germain, victoire 3-0. Alors, Jérémy Janot, gardien. Jérémy Janot dans les buts, ça marche. À toi Martin. Fainduno? Pascal Feindouno, mon joueur of all time, bien sûr il était là. À toi Sylvain. Loïc Perrin. Loïc Perrin. Oui, il est entré en jeu, donc ça fonctionne. À toi, il est entré. Martin. Piquion. Frédéric Piquion, justement, Loïc Perrin a remplacé Frédéric Piquion, donc ça fonctionne. Sylvain, à toi. Oui, Sylvain, pardon. À cette époque, ça devait être Sablé aussi, non, le capitaine? C'était Sablé le capitaine. À toi, Martin. Zokora. Didier Zokora, tout à fait au milieu de terrain, ça fonctionne. Alors, avec Zokora, ça devait être le gaucher là qui joue à côté. Elbuik. David Elbuik, bien wesh, c'est ça. Deuxième question. Ouais. C'est le 14 mars 5 avril. Martin. Ouais, je vais dire Camara. Zoumana Camara. Zoumana Camara, ça fonctionne. À toi, Sylvain. Ça commence à être chaud là. Qui est-ce qui devait jouer en charnière centrale avec Camara? C'est pas l'année où on remonte, c'est l'année d'après. Hein. 2005-2006. Ça devait être Oignon, non, avec lui. Vincent Oignon, tout à fait, qui est coach, tout comme Zoumana Camara aujourd'hui. À toi, Martin. J'en ai un dernier, mais après, je pense que je suis mort. À gauche. 16, 17, 18. À gauche, il Karl, on t'entend. Hein. Ouais, Karl, on t'entend. Merde. Donc oui, Martin, tu disais Je disais Ilunga à gauche. Erita Ilunga, ça fonctionne. À toi, Sylvain. Après, il reste beaucoup de joueurs là. Eh bien, il reste 1, 2, 3 joueurs qui n'ont pas été cités, qui sont soit rentrés en jeu. Il y a eu deux entrants et un titulaire. Il doit nous manquer l'arrière droit. Qui est-ce qui pouvait jouer arrière droit à cette époque? On a fait les deux centraux, l'arrière gauche, arrière droit. Allez, ça devait être Diawara, non? Fousséni Diawara. Fousséni Diawara, tout à fait. Et effectivement, en fait, il restait 4 joueurs, donc il en reste 3 encore. Il reste quel poste devant alors? Peut-être pas. Il doit manquer, je sais pas. On a dit Fainduno, Piquion. N'aide pas ton adversaire, mon cher Sylvain. Non, mais je réfléchis en même temps pour moi. De toute façon, là, ça devient très compliqué. C'est qui jouait lié de l'autre côté avec Fainduno, Piquion? J'avoue que. Sako? Lamine Sako? Oui, ça fonctionne. Il est rentré en jeu à la place de Pascal Feindouno à la 87e minute. Ah ouais. Il nous reste un titulaire et un entrant. À toi, Sylvain. T'as fait fort. Il est rentré quel poste, celui qui est rentré? Lamine Sako, il est rentré à la place de Feindouno, donc il a Non,
T'as dit qu'il y a un mec qui est rentré Ah bah et là, un mec qui était je titulaire. peux pas te le dire, sinon c'est un trop gros indice. Ok. 2005-2006. Il y avait un Ivoirien là, mais j'arrive pas à me refaire son nom, un gaucher, un petit qui était en même temps que Zokora. Il était parti justement à Paris après. Ah putain. Il va me falloir une Tiéné, réponse. Siaka Tiéné. Siaka Siaka Tiéné, est-ce Tiéné, qu'il y avait... ça compte bien, Wedge. Il me reste un Il y était. joueur. Et Est-ce lui, que tu vas c'était pouvoir donc lui l'avoir, le Martin? titulaire. Non, je pense pas. Dernier mot? C'était lui le Euh, titulaire, ailier gauche. non. Il y avait qui à cette époque? 5, 4, Non. 3, 2. Artis? Perkis? Ah bah c'est dommage parce que Damien Perkis il était sur le banc mais il n'est pas entré en jeu dans ce match. Ouais. En tout cas je suis très impressionné messieurs, vous m'avez fait un quasi sans faute. C'était Frédéric Mendy qui restait. Ah ouais? Ah bah Euh, j'aurais jamais trouvé. On va J'aurais jamais enchaîner trouvé. directement avec la troisième question. C'est un qui suis-je? Je suis une personnalité bien connue du football français. Actuellement âgé de 63 ans, j'ai eu une carrière de joueur honorable en participant à environ 180 matchs en tant que footballeur professionnel, mais je suis surtout connu pour ma carrière d'entraîneur. Je commence cette dernière du côté de Bastia, d'abord en tant que formateur, puis en tant qu'entraîneur principal. En 98, je pars dans une expérience lointaine du côté du Japon. Une courte Antonetti? Frédéric Antonetti? Frédéric Antonetti, effectivement, qui allait coacher le Gamba Osaka, puis qui revient à Bastia, puis qui nous rejoint à Saint-Étienne pour faire la remontée en Ligue 1. Félicitations messieurs, c'était pas le plus grand quiz au niveau des questions, mais vous avez été très impressionnants sur la composition de 2005-2006. Bravo, c'était il y a quand même 20 ans et vous avez fait un sans faute. Merci Karl, merci Martin, merci Sylvain d'avoir été avec nous. Merci Clément aussi d'avoir été avec nous pendant cette émission. Merci bien sûr à vous tous qui nous avez écoutés en direct sur Twitch et sur YouTube. Vous étiez très nombreux ce soir. On a du retard, donc on va conclure directement. Et merci à vous qui nous avez écoutés en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler Mercato, mais surtout pour parler du match contre le Paris Saint-Germain. Bisous et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.